et il va nous parler de l'intelligence artificielle, mais en se focalisant peut-être un peu plus sur le côté très matériel de l'intelligence artificielle, sur les impacts environnementaux, notamment de l'intelligence artificielle et de l'informatique en général. Et donc, on posera les questions à la fin et on pourra débattre avec à la fois Daniel Andler et Fabrice Philippot. Merci de votre invitation. Alors, effectivement, pour préciser un peu d'où je parle, je suis prof à l'Institut Mines Télécom à Évry. J'ai une formation de physique thermodynamique à l'origine, à une formation d'ingénieur. Et j'ai bifurqué, comme on dit maintenant, vers la philo il y a une vingtaine d'années. Et comme indiquent les publications, je m'intéresse à écologie et numérique depuis pas loin d'une vingtaine d'années. Et à l'époque, on me disait que c'était un non-sujet parce qu'il n'y aurait pas de sujet sur écologie et numérique, vu que le numérique, c'était immatériel. Alors, je vais vous parler surtout de ce qu'il y a dans ce bouquin-là, qui s'appelle L'impératif de la sobriété numérique, l'enjeu des modes de vie. Parce que je pense que s'il est important de se poser la question de toutes les potentialités de l'IA, il faut aussi se demander quel est le système dans lequel on est. Parce que de la même manière qu'il y avait plein de potentialités de l'automobile en 1900, aujourd'hui, certains choix ont été faits. Et donc, et les potentialités, ben, elles ont été réalisées dans un sens et pas dans un autre, etc. Donc, il y a des choix qui sont en train de se faire sur le type de technologie qui est développée pour tel ou tel type d'usage. Et il y a un moment où, en fait, trop discuter sur les potentiels, c'est un peu trop tard parce que les choix ont été faits. Et donc, les possibles ne sont plus ouverts, tout simplement, hein. Donc, je pense que c'est ça un peu le fil conducteur de ma présentation. Alors, il y aura, bon, non, c'est pas très intéressant. Enfin, disons que si, je vais vous expliquer aussi que, enfin, je pense qu'il faut revenir à ce que c'est que le numérique, parce que d'une certaine manière, depuis le début, depuis qu'il y a du numérique, on parle d'intelligence artificielle pour une raison assez précise, que je vais détailler vite fait. C'est plutôt complémentaire de la présentation qui a été faite. J'ai pas de grand désaccord, mais je vais apporter quelques éléments en plus. Alors, qu'est-ce que je vais apporter en plus sur le numérique en tant que tel? C'est que vous utilisez tous des opérateurs logiques avec Google, hein, et ou ce qu'on appelle les opérateurs de Boole. Bah, Boole, ça vient en fait d'un anglais, George Boole, qui, en réfléchissant sur ce qu'est la pensée, pas sur une machine, hein, ce qu'est la pensée dans le cerveau, se disait que finalement, il y a des opérateurs logiques fondamentaux et qu'on pourrait tirer, on pourrait établir des lois de la pensée. D'ailleurs, c'est comme ça que son bouquin s'appelait, les lois de la pensée. C'est-à-dire qu'en fait, depuis longtemps, les humains se disent qu'il y a certaines formes de logique à l'intérieur de l'esprit. Et quelque part, quand on dit qu'une machine pense, bah, c'est une machine qui refait le même type d'opération que celle qu'on peut trouver dans notre esprit. Et la question, évidemment, est de se demander si c'est la partie la plus intelligente de notre cerveau ou si c'est plutôt la partie la plus bête. C'est une question disons, qui court un peu depuis le début. L'élément que je voulais mettre aussi en avant qui fait qu'on parle d'intelligence artificielle depuis le début du numérique, c'est ce que dit Norbert Wiener dans Cybernétique et Société, notamment la cybernétique. La cybernétique, c'est l'idée qu'un système peut apprendre parce qu'il y a un effet de feedback. C'est-à-dire que le système va s'auto-déformer par les résultats de sa propre exécution. Vous voyez? Donc, c'est une espèce d'apprentissage, en fait. Donc, depuis le début, depuis les conférences de Messi en particulier dans les années 50, il y a cette discussion, hein, sur est-ce qu'une machine, elle apprend ou est-ce que simplement elle rétroagit à des commandes de feedback, en fait, hein. Et puis un dernier élément, je pense, qui est important pour bien comprendre, c'est que nous avons une relation avec les objets qui est une relation animiste. C'est ce que pensent la plupart des anthropologues, notamment un dénommé Marshall Salins. Mais il y a tout un débat qui est ressorti à l'occasion de l'animisme, Philippe Descola, etc. Et là aussi, je ne peux pas détailler, mais il y a 5 grandes manières de voir l'animisme, dont 4 sur 5 sont tout à fait présentes dans nos sociétés occidentales. La dernière étant d'imputer réellement une intention à quelque chose qui n'a pas d'intention. Ça, c'est un cas sur 5 seulement, hein. Il y a 4 autres cas, et vous pouvez tous observer, faire la même expérience qui a été proposée par Daniel Handler à l'instant. Regardez toutes les situations dans lesquelles vous vous adressez à des choses comme si c'était des entités vivantes. En fait, on ne fait que ça du matin au soir. Vous pouvez faire l'expérience, ça marche assez bien, hein. Je vais donner un exemple parmi plein d'autres, hein. La voiture qui ne veut pas avancer, l'ordinateur qui ne veut pas s'allumer, qui ne veut pas. Pas qui ne veut pas,
c'est que la connexion ne se fait pas. Mais vous voyez, c'est comme ça qu'on interagit avec les objets et c'est comme ça qu'on socialise en fait avec les objets. Et c'est comme ça que le marketing utilise, cette manière d'interagir avec les objets pour pouvoir montrer l'intérêt que ça peut avoir. Ça fait longtemps que le marketing ne vend plus des objets qui sont efficaces, mais des objets qui font des amis. Si vous regardez bien, ils vendent de l'identité. Ils vendent plus quand on parlait des objets efficaces, c'était plus de la réclame que de la publicité. Alors, il faut préciser aussi que le numérique, c'est deux fonctions, hein. C'est ce que Wiener dit déjà en 49, hein. Il dit c'est l'information. L'information, c'est l'interaction spéculaire. C'est-à-dire que là, on est en train d'interagir. Je parle au travers de médias. Vous réagirez, et ainsi de suite. Enfin, vous regardez, on réagit. Bon, tout ce qui est interaction spéculaire, c'est sûr que le numérique a transformé complètement les types d'interaction spéculaire. Donc, c'est tous les réseaux sociaux, c'est tous les médias, c'est tous les types de presse, etc., hein. C'est WhatsApp, c'est Teams, donc voilà, c'est toute une partie, mais ce n'est qu'une partie du numérique. L'autre partie, c'est la commande. La commande, c'est-à-dire j'appuie, ça arrive. Et ce n'est pas un hasard si un des grands GAFAM est un logisticien, Amazon. Le numérique, aujourd'hui, a transformé la logistique à l'échelle mondiale. La logistique, le marché de la logistique à l'échelle mondiale, c'est des milliers de milliards. C'est 3, 4, 5 000 milliers de milliards, 3, 4, 5 000 milliards, pardon, de chiffre d'affaires. Donc, c'est la logistique interne. Donc, c'est les containers, les porte-containers, les camionnettes, etc. Externe. Et la logistique interne, l'industrie 4.0, on voit une chaîne de montage, on voit une chaîne de tri d'un centre de la poste. Donc, tout ça, c'est aussi des automatismes. Et donc, ce qu'on va voir, évidemment, c'est que l'IA est applicable à tout type d'automatisme, comme ça a été dit tout à l'heure. Et donc là, vous voyez le potentiel, rien qu'en regardant ça, il est immense parce que les automatismes, on peut aussi les recomposer. C'est-à-dire que la mondialisation dans les années 70, hein, c'est Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'OMC, qui le dit, repose en gros sur deux innovations techniques centrales qui sont Internet et le conteneur. Et ce n'est pas un hasard parce que Internet, c'est une manière d'acheminer l'information comme si l'information était un paquet avec une petite étiquette, un code barre et ensuite un QR code. Donc, en fait, il y a une homologie stricte entre la logistique physique et la logistique informationnelle. Et c'est ça qui fait la mondialisation depuis les années 70. Donc, voilà, c'est juste pour vous rappeler un peu les grandes. Donc, qu'est-ce qui va être sélectionné dans les possibles de l'IA, à votre avis, ce qui fait marcher la mondialisation? Le reste, ça sera peut-être un peu gadget, mais aujourd'hui, ce n'est pas là que vont les milliards, ce n'est pas là que ça s'investit. Et s'il n'y a pas d'investissement, ça ne se fait pas tout simplement. Alors, juste pour rappeler hein, l'expansion d'Internet, on voit Internet à gauche en 92, à droite en 2018, juste pour illustrer, hein. Et puis les usages du numérique, on voit là en bas, c'est toutes les licornes, c'est-à-dire c'est les sociétés valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Et on voit toutes les productions dans lesquelles il y a de l'investissement et dans quel but. Les buts sont les mêmes depuis Schumpeter, hein, voire depuis Adam Smith, c'est diversifier les besoins, automatiser la production. L'un des automatismes fondamentaux de la révolution industrielle, c'est la machine à vapeur de James Watt, parce qu'il y a d'autres machines à vapeur avant celle de James Watt qui ne sont pas automatisées, qui n'ont pas ce qu'on appelle le régulateur, le petit automatisme qui fait que ça va réguler la production d'énergie. Donc l'automatisme, en fait, c'est un élément fondamental de toute la révolution industrielle. Donc si on ne voit pas ça, on ne comprend pas pourquoi il y a autant d'investissements dans l'IA, en fait, hein. C'est pas pour que les machines soient intelligentes, c'est pour que la production soit automatisée. C'est ça, c'est pour ça que c'est financé. Et pas beaucoup pour autre chose. Et y compris pour ce qui est de l'automatisation du langage, puisque le langage, c'est aussi des éléments standardisés que nous utilisons tous. Nous apprenons le même français. C'est je ne dirais pas des centaines de millions, parce que ce n'est pas tant que ça, mais au moins des dizaines de millions de personnes qui parlent de la même manière, qui utilisent les mêmes tournures, et ainsi de suite. Donc, c'est automatisable. C'est pour ça que ça marche aussi bien, on va dire, du côté des langages. Voilà. Mais après, il y a plein d'autres applications possibles, hein. La voiture autonome, je peux expliquer. Bon, voilà. Donc, tout ça c'est les flux d'investissement qui sont dans le numérique. Et donc, pour étayer un petit peu ce que je viens de dire sur le caractère aujourd'hui, tous les discours sont, à mon avis, très exagérés sur l'IA. L'IA, c'est juste de l'automatisme. On va dire, j'exagère un peu, mais vous voyez, Gartner, c'est le consultant un peu de référence dans le domaine du numérique, a une courbe qui s'appelle le Hype Cycle. Et vous voyez où est l'IA générative, hein. Donc, il y a plusieurs phases dans cette
il y a l'invention, il y a ensuite l'innovation, c'est-à-dire beaucoup d'investissements pour arriver à produire des prototypes qui sont éventuellement mettables sur le marché. Il y a un pic des attentes démesurées, c'est-à-dire qu'on va dire ça a tout changé, l'IA, pas que l'IA, hein, toutes les innovations. À chaque fois, il y a un discours dithyrambique sur ça va tout changer. Regardez où est l'IA générative, elle est juste après le pic. Donc, on est encore dans une phase où les attentes sont démesurées par rapport à la réalité de ce que ça va faire. Et ensuite, il y a le tunnel, en quelque sorte, de la désillusion. C'est-à-dire, ah oui, en fait, l'IA, ça ne fait qu'automatiser la traduction, ça ne fait que compléter des lettres de recommandation ou des choses comme ça. Donc, en fait, ça fait juste accélérer un tout petit peu le système et ça ne le change pas fondamentalement. Donc, vous voyez, Gartner, qui n'est quand même pas, je dirais, très radical, hein, on peut pas dire, hein, bah, Gartner est plutôt d'accord quand même avec ce que je raconte. Alors, ce qui permet de le dire aussi, c'est un autre élément. C'est ce que je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le cerveau, il n'y a pas que des trucs intelligents. Et que si on voulait vraiment avoir une idée de si l'intelligence artificielle est intelligente, il faudrait déjà définir l'intelligence. Et définir l'intelligence, ça voudrait dire définir au moins 4, 5, 6, 7, 10 sortes d'intelligence qu'on a pu mettre en évidence dans le cadre de l'être humain. En fait, l'intelligence artificielle simule une sorte bien précise d'intelligence. L'intelligence, comme ça a été dit dans la présentation antérieure, l'intelligence plutôt automatique, automatisante, qui représente, hein, regardez, c'est l'étude de Daniel Kahneman, pardon, qui a fait beaucoup de bruit, qui représente quand même 95% de notre comportement. Dans 95% des cas, on réagit de manière automatique, sans réfléchir. On tourne la clé sur la voiture sans réfléchir, on marche sans réfléchir, on fait plein de trucs sans réfléchir, en fait, d'une manière un peu automatique. Et quand on réfléchit, le cerveau se déforme et on change les règles. Et là, ça devient très compliqué pour l'IA actuelle, pour les machines automatiques, de simuler cette déformation. C'est ce que Daniel Ander disait tout à l'heure quand il disait comprendre le monde. Bah oui, comprendre le monde, réinterpréter le monde, c'est déformer le système de représentation du monde qu'on a. Donc, ça, c'est quelque part vraiment apprendre. Alors que les systèmes automatiques n'apprennent pas vraiment, en fait. Ils réagissent plutôt aux résultats de leurs propres commandes, ce qui est quand même assez différent. Alors, une fois que j'ai dit ça, bon, on commence à comprendre un peu pourquoi. Certainement, ça va être écologiquement pas terrible, hein. Je donne quelques chiffres. Aujourd'hui, le numérique, parce que l'IA, c'est noyé un peu dans le numérique, hein. Le numérique, pardon, c'est 10% de l'électricité en France, c'est 3 à 4%, on dit plutôt 4% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre planétaires. Et puis surtout, c'est la dynamique, hein. C'est la dynamique, on est à 4%. En 2007, Gartner avait sorti un chiffre qui disait on est à 2%. Donc, vous voyez, on est passé de 2 à 4%. La croissance est plus rapide que les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation à l'échelle mondiale. C'est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide. C'est le secteur le plus polluant de tous sous cet angle-là et le plus rapidement, dont la croissance de la pollution est la plus rapide, hein. Et donc, toute chose égale par ailleurs, là aussi, ce n'est pas une étude de Greenpeace, hein, c'est l'ADEME, l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, qui montre que d'ici 25 ans, toute chose égale par ailleurs, le numérique pourrait tripler son empreinte carbone. Je vous rappelle quand même qu'on a passé la barre des 1,5 degrés pour la première fois l'année dernière, qu'en augmentant un tout petit peu le permafrost en Sibérie pourrait dégeler, le système climatique pourrait s'accélérer, on pourrait prendre 2 ou 3 degrés d'un coup, on pourrait se retrouver, comme dit l'ONU, avec 1,2 milliard de migrants climatiques dès 2050, c'est-à-dire dans 25 ans. La question qu'on va se poser, évidemment, c'est est-ce que l'IA est bien utile, tout ça pour en faire fabriquer des voitures plus rapidement ou traduire des textes plus rapidement? Bon, voilà, c'est ça la question de la sobriété numérique. J'anticipe un petit peu, hein. Alors, la consommation de l'IA est quand même assez difficile. Enfin, c'est très débattu. Moi, je suis sur les listes savantes sur le sujet. Il se crêpe le chignon pour savoir qu'est-ce que ça consomme. Est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'on peut comparer un système d'IA avec un autre système d'IA? Faut-il compter l'entraînement? Enfin, voilà, il y a plein de discussions. Enfin, le chiffre qui circule le plus, c'est que une requête IA sur ChatGPT, ça consomme 10 à 20 fois plus qu'une requête sur Google, en moyenne, hein. C'est le chiffre qui circule quand même assez souvent. Donc, tout ça va augmenter, au contraire, la consommation d'énergie du numérique, augmenter la consommation d'énergie du numérique, accroître l'efficacité avec laquelle le système numérique, disons, accélère la consommation et la production à l'échelle mondiale. Et, toute chose égale par ailleurs, l'OCDE pense que d'ici 2060, donc dans 35 ans,
la quantité de matière qui sera mise en mouvement par l'humanité sera multipliée par 2, si toute chose égale par ailleurs. Hein. Donc, c'est ça aussi que ça encourage, l'IA. C'est la mobilisation de la matière à l'échelle, donc la consommation d'énergie, donc la moindre place aussi pour... bon, juste quelques, vous connaissez certainement, il y a énormément de métaux dans le numérique, hein, 75 à 78 suivant les sources. Tout ça attire, hein, c'est une industrie extractive qui est assez importante. Là, vous avez quelques chiffres, mais enfin, comme on n'a pas trop le temps, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais vous voyez, par exemple, c'est 80% de l'indium à l'échelle mondiale, 90% du gallium, 30 à 50% du germanium, etc., etc. C'est extrêmement difficile à recycler, comme je vais expliquer. Aujourd'hui, l'extraction de matériaux, c'est 10% de l'énergie à l'échelle mondiale. Et puis surtout, bon, laissez tomber du côté à droite, là, c'est plutôt des questions géopolitiques, mais d'un point de vue purement physique, ici, vous avez la concentration pour le cuivre, la concentration du minerai de cuivre en cuivre. Il y avait des mines à 10-12% de cuivre hein, dans le minerai de cuivre, mais il y a très longtemps. Hein. Aujourd'hui, on est à 0,8% de cuivre dans le minerai de cuivre. Et donc, moins il y a de cuivre, plus il faut creuser. Plus il faut creuser, plus ça consomme d'énergie. Mais ce n'est pas linéaire. On se serait douté que ce n'est pas linéaire, vu que c'est volumique. Donc, bon, il y a assez peu de chances que ce soit linéaire. En fait, vous voyez, ça, de plus en plus d'énergie consommée, ça ne augmente pas tellement, mais on arrive quand même ici dans les parages où ça pourrait augmenter très rapidement. Je vous laisse ici aussi imaginer une société dans laquelle le cuivre devient un matériau, d'ailleurs c'est un petit peu, ça a commencé déjà, hein, une société très inégalitaire dans laquelle le cuivre devient cher. Bah, il y aurait peut-être des vols de cuivre éventuellement, donc du coup peut-être que ça ne se mettrait plus aussi bien fonctionner que ce que ça fonctionne, etc. Enfin, voilà, on se projette dans un monde qui n'est pas du tout un monde plus efficace et enfin, celui qui est vendu par les promoteurs de l'IA. Toujours pour se rappeler un peu, ici vous avez un article qui est paru il y a quelques temps, qui montre, disons, qui compare le poids de la biomasse totale terrestre, vous l'avez en vert, avec le poids de l'ensemble des constructions humaines. Vous voyez qu'on est à peu près égal aujourd'hui, c'est-à-dire que la masse de construction humaine est à peu près celle de la biomasse totale à l'échelle terrestre. Je pourrais multiplier les chiffres de ce type-là. Hein. Si on regarde le poids total des vertébrés, par exemple, sur Terre, on s'aperçoit que les humains et leurs animaux domestiques représentent 97% du poids des vertébrés. C'est-à-dire que quand on regarde les jaguars à la télé, c'est 0, enfin, c'est pas grand-chose sur la surface terrestre. Il n'y a plus de place pour les autres êtres vivants. Parce que tout est construit, la dynamique, c'est de construire, 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 construire toujours plus. D'accord? Donc, voilà, on est dans ce système-là, il ne faut pas l'oublier quand on regarde ce que peut faire l'IA, ce qu'elle devrait faire, etc. Alors, est-ce qu'on peut verdir l'IA? Bon, c'est bien embêtant tout ça, mais ce qu'il faudrait, c'est verdir l'IA. Il faudrait qu'elle consomme moins. Alors, évidemment, tout le monde se le dit. Ce qu'on constate quand même, c'est que, comme ça, d'un point de vue un peu brut, c'est que ça consomme quand même toujours plus. Je vous donne juste un exemple. Là, le super ordinateur de 1945, l'ENIAC, c'était 15 000 watts. Le super ordinateur contemporain, il n'y en a pas un qui fait moins de 10 mégawatts, hein, c'est-à-dire 1000 fois plus. Alors, vous allez me dire, ah non, on ne peut pas comparer, ça fait beaucoup plus d'opérations. Oui, oui, bah évidemment, ça fait beaucoup plus d'opérations. D'ailleurs, quand on calcule, on s'aperçoit que le deuxième est à peu près 2000 milliards de fois plus efficace. C'est-à-dire, pour produire une information, il consomme 2000 milliards de fois moins d'énergie. 2000 milliards de fois moins, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins. Et bien, malgré tout, les émissions de gaz à effet de serre ont doublé en 15 ans. C'est pour vous dire que c'est bien l'efficacité énergétique, hein, mais comparé à la quantité massive d'usage du numérique, c'est loin de suffire, loin de suffire. Et aujourd'hui, dans les scénarios que je vous ai montrés, hein, c'est-à-dire x3 en termes de gaz à effet de serre d'ici 25 ans, c'est en comptant que les progrès en efficacité énergétique continuent à la même vitesse. Ce qui n'est pas du tout certain, parce qu'aujourd'hui, pour conserver cette vitesse en termes de gains, la fabrication des puces doit ajouter toujours plus de métaux rares, par exemple, toujours plus d'opérations. Et il y a une barrière physique absolue, une limite absolue au gain en efficacité énergétique qui s'appelle la barrière de Landauer, dont l'industrie des semi-conducteurs disait dans un rapport de 2015 qu'elle s'inquiétait que cette barrière pourrait être atteinte avant 2070. Donc, l'efficacité énergétique, oui, très bien, super, sauf que quand on regarde un peu de plus près, ça pose quand même quelques problèmes. On pourrait dire, non, non, ne vous inquiétez pas, il y a l'informatique quantique. Mais en fait, pas vraiment, parce que regardez déjà la taille des machines à droite, hein, l'informatique quantique, vous n'êtes pas prêt de l'avoir sur votre bureau.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'informatique quantique résout des problèmes qui sont assez différents de ceux de l'informatique linéaire. C'est-à-dire que là où la quantique est très bonne, l'informatique est pas bonne. Donc là, on se dit super, c'est nouveau. Oui, sauf que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que la quantique est très mauvaise là où l'informatique linéaire est très bonne. Donc en fait, c'est des systèmes techniques qui sont complémentaires, beaucoup plus que des systèmes techniques qui sont substitutifs l'un à l'autre. Et je n'ai pas encore commencé à parler de consommation d'énergie. Mais quand on regarde la consommation d'énergie du quantique, rien ne dit que ça va baisser massivement la consommation de l'informatique en général, tout simplement parce que le pari qui est fait mais qui n'est pas démontré, c'est que comme c'est des machines qui tournent à des températures très très basses avec des propriétés de la matière qui sont plus les mêmes, la consommation sera celle de fabriquer le froid en fait qui est nécessaire pour maintenir la matière à cet état-là. Et donc la quantité de calcul, ça sera indifférent. Mais ce n'est pas démontré. C'est-à-dire que la machine qui permet de montrer ce résultat-là n'existe pas pour le moment, hein. Et en plus, quand on regarde IBM, ce que fait IBM de l'ordinateur quantique, ben pour eux, c'est très clair, c'est pour accélérer le nuage. C'est-à-dire que c'est toujours pour la même chose, calculer toujours plus, et non pas remplacer et donc réduire. Du point de vue de la matière, problème aussi parce que l'économie est très ouverte, c'est-à-dire qu'il y a très peu de recyclage. Tout ce qui est en rouge ici n'est quasiment pas recyclé, c'est-à-dire 1% de recyclage, vous voyez. Et tout ce qui est en bleu, si vous regardez, je vais un peu vite parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est très souvent les matériaux les plus abondants. L'aluminium est bien recyclé, très bien, mais on en a plein. Le plastique est assez bien recyclé, mais très bien, mais on en a plein aussi. Alors que les terres rares sont très difficilement recyclées, en fait, pour des raisons assez simples, hein. C'est que moins il y en a dans l'ordinateur, moins la concentration est importante, plus c'est difficile de récupérer. C'est la même chose que pour les minerais. Donc, il y a vraiment rien de très compliqué à comprendre avec ce problème-là. Alors, le taux de recyclage, alors ça vous explique aussi pourquoi. Alors, un autre élément, parce que j'ai oublié de dire que très souvent, on met en avant le coût de la fabrication des matériaux, hein. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer toute l'infrastructure et après, il y a l'énergie. On pourra revenir à ce point-là dans les questions. Mais pour faire durer les matériaux, il faudrait pouvoir les réutiliser, il faudrait pouvoir les réparer. Ce n'est pas vraiment ce qui est fait. Parce que vous avez, ça c'est les chiffres pour la France, le recyclage matière, c'est-à-dire prendre l'appareil, le broyer pour récupérer un peu de matière, c'est, vous voyez, la solution qui est la plus utilisée de loin. La deuxième étant l'élimination, c'est-à-dire on jette sans broyer. Donc, vous voyez que ça fait la plus grande partie, c'est en fait on ne récupère pas. Et vous avez de tout petits chiffres, hein, réutilisation des pièces 0,5, préparation à la réutilisation 1,1. Alors, pour des raisons assez simples, hein, c'est qu'il faudrait fabriquer différemment. Une fois qu'on a tout mélangé et qu'on peut plus, qu'est-ce que vous voulez faire? Vu comme c'est fabriqué, ça ne peut pas marcher. Alors, dans mon bouquin, j'ai fait toute une étude de la réglementation européenne et de pourquoi ça ne marche pas, parce que la réglementation européenne, on le disait déjà en 2006 que ça ne marcherait pas, hein. L'idée, c'était de dire, on va faire payer les fabricants d'ordinateurs pour qu'ils fassent de l'éco-conception. Bon, si j'avais le temps, je vous expliquerai dans le détail pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas depuis 20 ans et pourquoi donc on a ce résultat-là. En tout cas, la volonté politique n'y est pas, ce n'est pas un problème technique, hein. On pourrait très bien faire des ordinateurs beaucoup plus réutilisables. C'est tout à fait possible, le problème n'est pas là. Alors, on peut se dire aussi, ouais, mais enfin, heureusement, le numérique est utile pour les autres secteurs, pour décarboner les autres secteurs. Et ça, c'est effectivement l'argument qui a été mis en avant tout de suite par l'industrie quand Gartner, en 2007, a dit le numérique, ça pollue. Ça pollue 2% des émissions de gaz à effet de serre, soit autant que l'aviation. Les gens ont réagi. L'année d'après, ils nous expliquaient que oui, ça pollue certes, mais on va décarboner les autres secteurs. Il y a eu des rapports de l'industrie, rapport Smart 2020 en 2008, en 2012, en 2015 et encore en 2020, le rapport du GSMA sur l'effet capacitant, hein, comme de enablement effect, c'est-à-dire le numérique va rendre possible tout un tas d'usages qui sont économes en gaz à effet de serre et à un niveau beaucoup plus important que l'empreinte carbone elle-même. Alors évidemment, ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas produit pour une raison assez simple, hein. Vous avez compris maintenant. Et ça ne s'est pas produit tout simplement parce que l'avenir qui est envisagé dans ces scénarios, ce n'est pas celui qui a été financé. Celui qui a été financé, c'est la multiplication des besoins et les gains de productivité pour produire toujours plus. Donc, le résultat, il est pas très surprenant. Donc, ces scénarios qu'on appelle contrefactuels n'étaient absolument pas ceux ni des politiques publiques, ni des entreprises elles-mêmes. Donc, ils n'étaient peut-être même pas réalisables, même pas cohérents. Enfin,
c'est des études qui, ont, je dirais, d'un point de vue scientifique, ne valent rien, mais qui ont été beaucoup plus citées que notre propre rapport, qui évidemment n'apportait pas la bonne réponse, en tout cas celle que les gens avaient envie d'entendre. Alors, le résultat, quand on regarde, donc ça, c'est pour vous montrer dans quoi on est, hein, c'est-à-dire innovation, nouveaux produits, augmentation du niveau de vie, besoins insatiables, niveau de vie qui augmente, PIB, etc. Hein. Donc, c'est ça qui sélectionne l'IA, c'est pas ce qu'on peut se dire, nous, entre nous, parce que c'est comme ça qu'est fait le système. Et quand on regarde les résultats, il y a plusieurs études, il y a deux notamment, hein, qui donnent des résultats agrégés. Une qui dit qu'effectivement, il y a eu des gains en efficacité énergétique, hein, dans le numérique. Il y a eu des changements sectoriels qui ont été plutôt bénéfiques en termes de gaz à effet de serre, mais ça a été contrebalancé par la croissance du secteur numérique lui-même, qui est toujours plus lourd d'un point de vue gaz à effet de serre, même si surtout les gaz à effet de serre, et puis la croissance économique, c'est-à-dire consommer toujours plus, qui a au total enfin la balance totale fait que le numérique a plutôt augmenté les gaz à effet de serre plutôt que réduit. L'autre étude dit qu'elle différencie suivant les classes sociales et les niveaux de PIB des pays. Elle dit en gros, pour les pays riches, l'IA optimise les consommations, pour les pays riches et les individus riches. C'est-à-dire qu'on va utiliser, par exemple, une voiture qui fait 5 litres au 100 plutôt que 6 litres pour faire plus de kilomètres que ce qu'on en faisait avant. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les pays riches. Optimisation de la pollution qui continue d'augmenter. C'est exactement ce que disait Indira Gandhi au sommet de Stockholm en 72. Vous voyez que c'est pas tout à fait nouveau. Et chez les pauvres ou les ménages pauvres, ça a ajouté une consommation qui n'existait pas, parce qu'ils n'avaient pas de numérique. Et bon, vous pourriez expliquer aussi comment ça s'est ajouté dans un pays comme la France. Alors, la sobriété dans tout ça, c'est de se dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin dans le contexte actuel? Est-ce qu'on a besoin d'automatiser encore davantage? Est-ce qu'on a besoin de produire encore davantage? Est-ce qu'on a besoin de créer des nouveaux besoins? C'est-à-dire que comme pour le smartphone, une fois que le smartphone est répandu, que tout le monde communique sur le smartphone, évidemment, se dire que je vais me passer du smartphone, ça devient compliqué. Hein. C'est comme dans une banlieue qui est dépendante de la voiture. Une fois qu'elle a été rendue dépendante de la voiture, dire on va enlever la voiture, évidemment, personne ne veut. Donc la question, c'est est-ce qu'on se rend dépendant du système automatique des IA pour remplacer la partie la plus bête de notre cerveau à grande échelle, partout où on peut, ou est-ce qu'on pense que c'est une très mauvaise idée? C'est ça un peu la question qui est devant nous. Donc, cette question de la sobriété, vu les niveaux de pollution, a été remise un peu au goût du jour par le Shift Project, parce que nous, quand on parle, c'est moins intéressant que quand le Shift Project dit la même chose. Et donc, comme ils disent, hein, la question centrale de la réflexion sur la sobriété numérique, c'est celle des usages. Sur l'IA, c'est pareil, hein, c'est celle des usages. Donc, est-ce qu'on a besoin de tout ça en rapport avec l'avenir qui est en train de se dessiner pour la planète et ses habitants? C'est ça la question. La sobriété, ce n'est pas une question relative. Ce n'est pas de se dire si moi, tout seul, comme si j'étais tout seul sur Terre, j'en ai besoin, ou si la fac en a besoin. C'est la fac dans son rapport à la planète et ses habitants. Parce qu'il n'y a que ça qui compte pour les gaz à effet de serre. C'est la planète et ses habitants. Le reste, c'est du raisonnement relatif. Est-ce que moi, j'en ai besoin? Oui, mais ça ne dit rien du résultat global puisque je ne prends pas en compte les autres. Vous voyez? Donc, du point de vue écologique, le non global égale un non-raisonnement. C'est un raisonnement stupide. En tout cas, ce n'est pas écologique. En tout cas, on ne peut pas poser la question de la sobriété sans faire un rapport au tout agrégé de tout ce que ça produit. Donc, il faut bien différencier les raisonnements en efficacité des raisonnements en sobriété qui sont souvent confondus dans le débat public. Très souvent, l'un est pris pour l'autre. Hein. C'est très différent. Alors, quand on pense de cette manière-là, on arrive à poser la question des modes de vie, qui est donc la suite de mon bouquin, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais pour donner une petite idée, on pourrait, j'ai fait donner une proposition qui donne une bonne idée de ce que c'est que la sobriété. Cette proposition, hein, j'ai discuté avec des députés européens, elle est tout à fait conforme à la loi. Enfin, c'est votable, hein, évidemment, ce n'est pas dans l'intérêt de grandes industries, mais c'est votable. Ça serait d'obliger toutes les industries, toutes les entreprises et les États à chiffrer la trajectoire qu'ils cherchent à produire quand ils lancent un produit ou une loi. Donc, au lieu que M. Samsung vende des téléphones 5G, 8K, et une fois que tout le monde en a, on regarde combien ça consomme, on se dit, ah bah zut, ça consomme, et puis en plus, maintenant, on est dépendant, le faire à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, on fait le calcul prospectif, l'ADEME fait ça, le chiffre fait ça, tout le monde fait ça, c'est facile à faire, ça s'appelle une étude d'impact, et on publie ça avant de lancer le produit, hein, et ça s'appelle une autorisation de mise sur le marché.
Donc, ça permet à la société d'anticiper les conséquences plutôt que d'être toujours en retard. Si vous voulez, de découvrir que ça ne va pas une fois que c'est trop tard, d'une certaine manière. Hein. Donc, évidemment, on peut douter que les gens se précipitent sur le téléphone Samsung si on leur dit que ça va quand même être assez mauvais pour la planète. Donc, ça contrarie fortement les intérêts industriels. Hein. Mais il n'empêche que vous voyez que c'est pas un problème du tout de faisabilité. Je vous remercie.